Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chine France le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine en français sur Mandarin TV. Sans transition, voici les titres de l'actualité. La Chine réfute la déclaration commune de plusieurs pays sur le rapport de l'OMS. Hua Chunying, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, rappelle que la Chine a fait preuve de transparence concernant l'enquête. Shanghai vaccine aussi les expatriés. La métropole chinoise est la première ville à proposer la vaccination aux résidents étrangers. L'objectif est de vacciner 70% de la population. Une ville à la frontière de la Chine et du Myanmar confrontée à une flambée de cas de Covid-19. Les autorités de Ruili obligent désormais les habitants de la ville à rester chez eux pendant une semaine pour éviter les propagations. L'ONU craint une guerre civile en Birmanie. La Chine refuse d'imposer, elle, des sanctions pour le moment aux militaires birmans. Selon les autorités chinoises, cela aggraverait encore la situation déjà tendue. La Chine fait don de près de 500 000 $ aux Fidji. Après le passage de deux cyclones, Yasa et Anna avaient frappé les îles en décembre et janvier dernier, causant de gros dégâts. Début de la construction de la plus grande centrale solaire thermique de Chine. Située dans la ville de Delungkra, elle s'étend sur une surface de 10 km². Et on commence ce journal avec le rapport récemment rendu par l'OMS concernant l'épidémie de Covid-19. Ce dernier rappelait que la piste d'une transmission du virus par un animal intermédiaire est l'hypothèse la plus probable. Pourtant, certains pays, comme les États-Unis, contestent cette enquête. Un comportement jugé inacceptable pour la Chine qui réaffirme sa transparence durant cette affaire. La Chine a réfuté mercredi une déclaration conjointe des États-Unis et de 13 autres pays exprimant leurs préoccupations concernant le rapport de l'Organisation mondiale de la santé sur les origines du Covid-19. C'est ce qu'a déclaré Hua Chunying, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, ajoutant que cela a prouvé le manque de respect de certains pays envers la science et leur manipulation politique sur la question du traçage de l'origine du Covid-19. Pour rappel, ce rapport signifiait que la piste d'une transmission du virus par un animal intermédiaire était l'hypothèse la plus probable, mais certains pays ont jugé ce constat insuffisant, notamment les États-Unis. Hua Chunying a fait ses remarques lors d'un point presse quotidien en réponse à une question posée sur le sujet. La Chine a souligné à plusieurs reprises que le traçage de l'origine était une question scientifique qui devait être menée conjointement par des scientifiques du monde entier et ne devait pas être politisée, a-t-elle déclaré. La politisation de la question du traçage de l'origine est immorale et impopulaire et ne fera qu'entraver la coopération mondiale dans l'étude des origines du Covid-19, compromettre la coopération contre la pandémie et coûter plus de vies, a indiqué Hua Chunying. Ceci va à l'encontre des souhaits de la communauté internationale. Ces pays doivent mener une introspection et se demander comment s'est déroulé leur propre travail de lutte contre l'épidémie. Qu'ont-ils fait pour la coopération internationale dans la lutte contre la pandémie, a déclaré Hua Chunying. Et pour lutter plus efficacement contre l'épidémie, la ville de Shanghai a décidé de vacciner aussi les expatriés. La métropole devient ainsi la première ville à proposer la vaccination aux résidents étrangers. L'objectif des autorités est de vacciner 70% de la population, alors que déjà plus d'1 million de personnes ont reçu une dose dans la ville. Shanghai est la première ville de Chine continentale à proposer à ses résidents expatriés de se faire vacciner, rapporte le South China Morning Post. Les étrangers qui le souhaitent peuvent prendre rendez-vous via Health Cloud, une application gérée par les autorités sanitaires locales. Ils seront ensuite informés par SMS de la date, de l'heure et du lieu de leur vaccination. Le journal précise que les ressortissants étrangers qui ont adhéré au régime public d'assurance médicale de Shanghai pourront se faire vacciner gratuitement au même titre que les ressortissants chinois. Les autres se feront facturer 100 yuan, soit environ 13 € par dose. Les autorités n'ont pas précisé lequel des 3 vaccins chinois actuellement autorisés, le Coronavac de Sinovac ou l'un des 2 vaccins Sinopharm sera proposé. Sur 3 expatriés interrogés par le journal, 2 n'envisagent pas de se faire vacciner immédiatement. La qualité des vaccins fabriqués dans le pays ne devrait pas poser de problème, mais je préfère toujours attendre, explique
explique au South China Morning Post un expatrié japonais. Quand il sera de nouveau possible de voyager, je me ferai très probablement vacciner. Pour le moment, il y a très peu de cas en Chine et je n'ai pas l'intention de voyager cette année, donc il n'y a pas d'urgence, indique pour sa part un expatrié américain. La vaccination des habitants âgés de 60 à 75 ans a débuté le 25 mars à Shanghai. À la date du 21 mars, 882 000 habitants sur une population totale de 25 millions avaient reçu 2 doses de vaccin. Selon Zhang Wenhong, chef du comité d'experts de Shanghai, l'immunité collective ne sera pas atteinte avant que 70% de la population de la ville soit vaccinée. Le grand quotidien de langue anglaise de Hong Kong est depuis avril 2016 la propriété de Jack Ma, patron du géant du commerce électronique chinois Alibaba. Et toujours dans l'actualité liée au Covid-19, une ville à la frontière de la Chine et du Myanmar est actuellement confrontée à une flambée de cas de Covid-19. Ruili, une grande ville du Yunnan, a signalé 9 nouveaux cas de Covid-19 suite à des passages illégaux à la frontière. Par conséquent, les autorités de Ruili obligent désormais les habitants de la ville à rester chez eux pendant une semaine pour éviter les propagations. Le contrôle épidémique dans une zone frontalière chinoise suscite des inquiétudes après que Ruili, une grande ville du Yunnan au sud-ouest à la frontière du Myanmar, a signalé 9 nouveaux cas de Covid-19. Il s'agit d'une flambée en Chine suite à des passages illégaux de la frontière par des ressortissants infectés depuis le Myanmar. L'autorité sanitaire provinciale du Yunnan a rapporté mercredi que 6 nouveaux cas confirmés et 3 porteurs asymptomatiques avaient été enregistrés dans la ville, dont 4 sont des ressortissants du Myanmar. Ruili a effectué des tests d'acide nucléique dans toutes les zones urbaines dès 8 h du matin mercredi et le groupe de pilotage anti-épidémique de la ville a déclaré que 317 cas contacts avaient été dépistés et placés sous observation médicale. Tous les tests devaient être terminés dans la journée. En septembre 2020, un certain nombre de cas avaient été enregistrés dans la ville après l'entrée clandestine de ressortissants du Myanmar infectés dans la région. Ruili et le Myanmar partagent en effet une frontière de 170 km de long avec des configurations uniques, un village mais aussi une rue pouvant être à cheval sur la frontière. Yang Biankang, chef du bureau de la sécurité publique de la ville, avait précédemment noté que le contrôle des frontières était une tâche très difficile. Ruili, une ville de 210 000 résidents permanents, et le port terrestre sino-birman qui enregistre le plus grand flux de personnes, de véhicules et de marchandises. En 2019, les points de contrôle de la ville ont autorisé un total de 20,63 millions de personnes, ce qui représente près de la moitié du trafic entrant et sortant dans la province du Yunnan. Certains analystes ont appelé à une vaccination plus rapide des frontaliers pour assurer la sécurité et les échanges réguliers. Les autorités de Ruili ont annoncé mercredi qu'elles mettraient en place une campagne de vaccination contre le Covid-19 à partir de jeudi et que le nombre de sites de vaccination passerait de 6 à 11. Et justement, à propos du Myanmar, une réunion d'urgence a été organisée par l'Organisation des Nations Unies mercredi. Si l'ONU est plutôt favorable à des sanctions envers les militaires birmans responsables d'un coup d'État le 1er février dernier, la Chine pense que cela risque d'aggraver une situation déjà tendue. L'ambassadeur chinois au Conseil de sécurité de l'ONU a déclaré mercredi 31 mars lors d'une réunion d'urgence consacrée à la Birmanie que pour Pékin les sanctions ne feraient qu'aggraver la situation. Cette position de la Chine, membre permanent, rend très improbable la prise de mesures. Un bain de sang est imminent, a pourtant prévenu un émissaire de l'ONU en Birmanie lors d'une réunion à huis clos du Conseil de sécurité mercredi, estimant le risque de guerre civile très élevé. La cruauté des militaires est trop grave et de nombreuses organisations armées ethniques manifestent clairement leur opposition, renforçant le risque de guerre civile à un niveau sans précédent, a déclaré Christine Schroner-Burgener, exhortant le Conseil à envisager tous les moyens à sa disposition pour prendre des mesures collectives et faire ce qu'il faut afin d'éviter une catastrophe multidimensionnelle au cœur de l'Asie. Ces derniers jours, 2 groupes ethniques armés ont en effet attaqué les forces de sécurité. Mercredi, un poste de police, mardi, un commissariat, le week-end dernier, une base militaire.
L'armée avait riposté par des frappes aériennes et 3 autres groupes rebelles menacent de reprendre les armes contre des militaires qui accusent de crimes de guerre. Mais pour la Chine, pas question d'imposer des sanctions aux militaires birmans. Selon Pékin, elle ne ferait qu'aggraver la situation. C'est en tout cas ce qu'a déclaré mercredi l'ambassadeur chinois à l'ONU Zhang June. Si le diplomate a exprimé la préoccupation de la Chine face à la situation en Birmanie, la violence et les effusions de sang ne servent les intérêts de personne et c'est le peuple de la Birmanie qui en souffre, a-t-il pointé du doigt, espérant que toutes les parties en Birmanie pourront garder leur calme, faire preuve de retenue et prendre des mesures pour apaiser la situation, a-t-il conclu. Toujours dans l'actualité internationale, cette fois aux îles Fidji, la Chine a fait un don de près de 500 000 $ au pays. Ce don intervient après le passage de 2 cyclones, Yasa et Ana, qui avaient frappé les îles en décembre et janvier dernier. La reprise aux îles est depuis difficile dans le pays où de gros dégâts sont à déplorer. La Chine a fait un don mardi d'1 million de dollars fidjiens, soit environ 490 000 $ aux îles Fidji pour soutenir les efforts de reconstruction de cet archipel océanien après le passage des cyclones tropicaux Yasa et Ana. L'ambassadeur de Chine aux Fidji, Qian Bo, a remis un chèque de ce montant au Premier ministre fidjien Voreke Bainimarama lors d'une cérémonie dans le bureau de ce dernier. Rappelant que la Chine et les Fidji étaient des amis en développement, le diplomate a indiqué que son gouvernement et le peuple chinois comprenaient parfaitement ce que les Fidjiens avaient subi. Qian Bo a exprimé sa confiance dans le fait que le peuple fidjien saura surmonter les difficultés et reconstruire ses habitations sous le leadership fort de son gouvernement. La Chine, partenaire éprouvé et fiable des Fidji, est disposée à continuer d'aider cet archipel du Pacifique dans la limite de ses moyens, a-t-il ajouté. Voreke Bainimarama remerciait le gouvernement chinois pour cette aide opportune aux efforts de son gouvernement en matière de relance économique. Le Premier ministre a estimé que cette aide confirmait le renforcement dans la collaboration sino-fidjienne ainsi que l'engagement de Beijing à améliorer le niveau de son engagement avec Suva. Les cyclones tropicaux Yasa et Ana ont respectivement frappé les Fidji en décembre et janvier dernier, causant d'importants dégâts. Ils ont été parmi les cyclones les plus puissants jamais enregistrés dans le Pacifique Sud, selon les services météorologiques fidjiens. Intéressons-nous maintenant à une des denrées les plus importantes en Chine. L'administration nationale des réserves alimentaires et stratégiques a annoncé mercredi que les réserves de céréales de la Chine sont bonnes. L'année dernière, la Chine a produit 134 millions de tonnes de blé, un chiffre important qui devrait s'accroître encore grâce à de meilleures conditions météorologiques cette année. L'approvisionnement alimentaire sur le marché chinois est très bon et les réserves céréales restent à un niveau très élevé, a déclaré le 31 mars l'administration nationale des réserves alimentaires et stratégiques. Selon Qin Yuyun, responsable des réserves céréalières de l'administration qui s'est exprimé lors d'un point presse, le ratio stock-utilisation de céréales en Chine, un indicateur important de la sécurité alimentaire, est bien au-dessus de la ligne d'alerte mondiale fixée par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Les principales variétés telles que le riz et le blé peuvent répondre à la demande pendant plus d'1 an, a déclaré Qin Yuyun, ajoutant que les villes grandes et moyennes peuvent assurer l'approvisionnement en céréales et produits pétroliers finis pendant plus de 20 jours. Parallèlement, la structure des réserves a été optimisée, les stocks des entreprises enregistrant de fortes augmentations. La capacité des entreprises à résister aux risques et à s'auto-réguler a été améliorée, a souligné Qin Yuyun, notant que le stockage des céréales des ménages ruraux et des résidents urbains a également augmenté. Selon l'administration, les achats de céréales d'automne se sont déroulés sans heurts et le travail se poursuit dans le nord-est de la Chine. Au 25 mars, les entreprises avaient déjà acheté 152 millions de tonnes de céréales. Les achats du gouvernement provincial du Heilongjiang au nord-est de la Chine à un prix d'achat minimum fixe ont permis aux agriculteurs de la province de vendre le grain qu'ils ont semé et de protéger leurs avantages. Dans le même temps, bien que les céréales d'été ne représentent qu'un quart de la production céréalière globale, l'administration a commencé à préparer les achats de cette année. La Chine a produit l'année dernière 134 millions de tonnes de blé. Partons dans la ville de Delinghua maintenant, où débute la construction de la plus grande centrale solaire thermique de Chine. Cette dernière s'étendra sur une surface de 10 km².
Une fois achevée, la centrale solaire produira environ 435 millions de kilowattheures d'électricité propre par an. La construction d'un projet de production d'énergie solaire thermique de 135 MW a commencé dans la ville de Delinga, dans la province du Qinghai et dans le nord-ouest de la Chine. Avec une durée de stockage de l'énergie de 11,2 heures, ce sera la plus grande centrale solaire thermique avec la plus grande puissance installée et le plus large stockage d'énergie de Chine. La centrale solaire s'étend sur une surface de 9,52 km² avec un champ de panneaux solaires d'1,45 million de mètres carrés, utilisant environ 37 240 tonnes de sel fondu avec un investissement total de 3 126 milliards de yuan, soit environ 475 078 millions de dollars. La centrale devrait être connectée au réseau électrique avant le 30 septembre 2022. Une fois achevée, la centrale solaire produira environ 435 millions de kilowattheures d'électricité propre par an, réduisant ainsi environ 365 000 tonnes de dioxyde de carbone. Le projet de production d'énergie solaire thermique est l'un des 27 projets de nouvelles énergies du Qinghai. Lors d'une importante réunion de la Commission centrale des affaires économiques et financières qui a eu lieu à la mi-mars, une série de mesures ont été mises en place pour aider la Chine à atteindre le pic de ses émissions de carbone d'ici à 2030 et parvenir à la neutralité carbone d'ici 2060. Un autre projet de construction devrait être achevé d'ici la fin de l'année, celui du plus long tunnel routier immergé de Chine, long de 10,8 km et 43,6 mètres de large. Ce tunnel se trouve sous le lac Taihu, le troisième plus grand lac d'eau de Chine. Selon l'équipe de construction, le tunnel Taihu, le plus long tunnel autoroutier immergé de Chine, devrait être ouvert à la circulation avant la fin de l'année. Long de 10,8 km et 43,6 mètres de large, ce tunnel se trouve sous le lac Taihu, le troisième plus grand lac d'eau douce de Chine. Il fait partie de l'autoroute Changzhou-Yuxi, dont la longueur totale est de 43,9 km. La construction du tunnel immergé a commencé en janvier 2018 dans la province du Jiangsu, à l'est de la Chine. Actuellement, tous les plancheurs du tunnel sont terminés, a annoncé la China Communication Construction Company, Third Harbour, en charge du projet. D'ailleurs, ce projet utilise des équipements de traitement automatique de l'acier et des systèmes intelligents qui garantissent l'absence de rejet d'eau usée et de poussière, a de son côté indiqué Yang Guondong, chef de l'équipe chargée du projet. Cette année, la construction du tunnel devrait achever d'autres processus, comme le coulage du béton et la construction des installations de l'île du lac. Toujours dans le domaine du transport, mercredi, un nouveau service de fret ferroviaire reliant la province du Hunan à l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est a été lancé. Selon la China Railway Quanzhou Group Company, cette ligne devrait être exploitée après une période d'essai de 3 mois. Elle devrait stimuler le commerce entre le Hunan et les pays de l'ASEAN, premier partenaire commercial de la Chine en 2020. Un nouveau service de fret ferroviaire reliant la province du Hunan dans le centre de la Chine à l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est a été lancé mercredi. Un train de marchandises chargé de produits industriels tels que du dioxyde de silicium et des barres laminées à chaud a quitté Changsha, capitale du Hunan, mercredi matin. Il arrivera à Hanoï, capitale du Vietnam, dans environ 7 jours, via la région autonome Zhuang du Guangxi, dans le sud de la Chine. Selon la China Railway Quanzhou Group, cette ligne devrait être exploitée sur une base hebdomadaire après une période d'essai de 3 mois. Elle devrait stimuler le commerce entre le Hunan et les pays de l'ASEAN. L'ASEAN qui était d'ailleurs le premier partenaire commercial de la Chine en 2020. Selon les données des douanes de Changsha, en 2020, le volume commercial total entre le Hunan et les 10 pays de l'ASEAN a atteint 81,03 milliards de yuan, soit environ 12,35 milliards de dollars, une augmentation de 30,9% en base annuelle, représentant 16,6% du commerce extérieur total du Hunan. Le volume des échanges commerciaux entre le Hunan et l'ASEAN a lui augmenté de 86,3% en un an pour atteindre 10,15 milliards de yuan au cours des 2 premiers mois de l'année, selon les données officielles.
C'est la fin de notre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de cliquer sur la petite cloche en bas à droite de notre vidéo pour ne rien rater des dernières nouveautés de Mandarin TV. Très belle journée ou très belle soirée sur Mandarin TV.